demandons au docteur Habadi de venir nous parler donc d'une cause d'hypocalcémie chronique à connaître, la pseudo-hypoparathyroïdie, à propos de 3 cas. Merci. Merci. Cher maître, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter une cause d'hypocalcémie chronique à connaître, qui est la pseudo-hypoparathyroïdie à propos de 3 cas. Les pseudo-hypoparathyroïdies ou inactivating PTH signaling sont des maladies génétiques rares, caractérisées par la résistance des tissus cibles à la PTH. Leurs manifestations clinico-biologiques sont variables selon le type. Nous rapportons l'observation de 3 patients chez qui le diagnostic de la pseudo-hypoparathyroïdie a été posé plusieurs années après l'apparition des premiers signes d'hypocalcémie chronique. Le premier patient, c'est un patient âgé de 22 ans. Le deuxième cas, c'est une patiente âgée de 30 ans. Les 2 patients sont scolarisés entre la première et la deuxième année primaire en raison d'un retard mental. Le troisième cas correspond à une jeune patiente de 24 ans qui est cette fois-ci scolarisée jusqu'à la première année universitaire. Tous nos patients sont issus d'un mariage consanguin, soit de premier ou de deuxième degré. Ils n'ont pas de cas similaires dans la famille. J'aimerais bien attirer votre attention que nos patients étaient adressés par 3 spécialistes différents devant un trouble du métabolisme phosphocalcique découvert lors de situations cliniques différentes. Le premier cas, c'est l'ophtalmologue qui a posé le diagnostic de l'hypocalcémie dans le cadre d'une cataracte bilatérale. Chez la deuxième patiente, c'était le neurologue dans le cadre de crise convulsive. Et chez la troisième patiente, c'était le cardiologue qui a découvert l'hypocalcémie chronique dans le cadre de précordialgie avec élargissement de l'espace cuté à l'ECG. L'histoire de la maladie du premier patient, qui est le jeune homme de 22 ans, remonte à l'âge de 7 ans où le patient a été victime d'un traumatisme crânien, occasionnant chez lui une contusion œdémateux-hémorragique, responsable de crise convulsive, traitée initialement comme épilepsie par du valproate du sodium. Ensuite, vers l'âge de 20 ans, notre patient a présenté une baisse de l'acuité visuelle qui était en rapport avec une cataracte bilatérale, ce qui a poussé l'ophtalmologue traitant à demander un bilan phosphocalcique qui était perturbé, avec une hypocalcémie hyperphosphorémique. L'histoire de notre deuxième patiente ressemble à peu près au premier patient. Elle remonte à l'âge de 10 ans par l'apparition de crises convulsives traitées également comme épilepsie par du phénobarbital. Ensuite, l'évolution de la maladie était marquée par l'aggravation des crises convulsives vers l'âge de 18 ans qui sont devenues plus fréquentes, avec apparition d'une cataracte bilatérale. Et cette fois-ci, c'était le neurologue qui a posé le diagnostic du trouble du métabolisme phosphocalcique. L'examen clinique de nos 2 patients a trouvé une petite taille avec des signes de Schwostek et de trousseau positifs chez le premier patient et négatifs chez la patiente, avec allongement de l'espace cuté sur les 2 ECG. Il présentait également un syndrome dysmorphique fait de facie arrondie, d'un cou court, de yeux profondément situés dans l'orbite et d'une racine nasale enfoncée. Il présentait également des anomalies de la dentition, un type de diastème qui est l'écartement, avec des nodules sous-cutanés de taille variable au niveau des mains, des pieds et du cuir chevelu, et une brachymétacarpie bilatérale des 4e et 5e dos. Voici la brachymétacarpie. L'histoire de la troisième patiente, qui est la patiente de 24 ans, remonte à 4 ans par l'apparition de fourmillements et de crises de tétanie, puis de précordialgie, ce qui a motivé la consultation en cardiologie ou la réalisation d'un ECG objectivant un allongement de l'espace cuté, et donc la patiente nous a été adressée pour complément de prise en charge face à un bilan phosphocalcique, bien sûr perturbé. L'examen clinique de cette patiente a objectivé une xérose cutanée, des cheveux secs, des ongles fins et cassants, un émail dentaire strié avec des signes de Schwostek et de trousseau positifs. Donc,
Devant cette symptomatologie clinique et ces données biologiques, nous avons évoqué en premier la pseudo-hypoparathyrémie, donc devant l'hypocalcémie, l'hyperphosphorémie, l'hypophosphaturie et la PTH élevée. Et nous avons complété par le dosage de la TSH, la FT3 et la FT4, ainsi que la gonadotrophine, des gonadotrophines, à la recherche d'autres résistances hormonales qui peuvent être y associées. Le tableau suivant récapitule l'ensemble des bilans biologiques et radiologiques demandés pour nos patients. En général, nous avons constaté une hypocalcémie et une hyperparathormonémie. La résistance à la TSH était constatée chez le premier et le deuxième cas, du même que le syndrome de Farr et la cataracte bilatérale, découverts respectivement sur la TDM cérébrale et l'examen ophtalmologique des deux premiers patients. La radiographie standard des mains et des pieds du premier patient a objectivé des métacarpes et métatarses courts bilatéraux, surtout les quatrièmes et les cinquièmes. Tous nos patients ont bénéficié initialement d'une substitution calcique intraveineuse relayée ensuite par voie orale, par l'alpha-calcidiol et le calcium avec bonne évolution clinico-biologique. Voyons voir ce que dit donc la littérature à propos de cette pseudo-hypoparathyroïdie. Afin de comprendre les manifestations clinico-biologiques de la pseudo-hypoparathyroïdie, il convient tout d'abord de rappeler les mécanismes d'action de la PTH. Donc, une fois libérée par les glandes parathyroïdes, la PTH est captée par la membrane cytoplasmique des cellules des tissus cibles grâce à un récepteur à 7 domaines transmembranaires qui est couplé à une protéine G qui est formée de 3 unités alpha, bêta et gamma. Cette protéine donc sera activée par la fixation de l'hormone qui est la PTH sur son récepteur. Une fois activée, la protéine G va stimuler à son tour des effecteurs intracellulaires, à savoir l'adénylate cyclase et la phospholipase C. Donc prenons l'exemple de l'adénylate cyclase. Cette dernière va stimuler l'AMP cyclique qui va à son tour stimuler une cascade de réactions intracellulaires à partir de la protéine kinase A, ce qui va entraîner une augmentation du calcium intracellulaire. Donc, dans le cas de résistance de la PTH, on aura une hypocalcémie avec une PTH qui est inappropriée. Et chez nos deux patients, chez nos deux premiers patients, vu l'ostéodystrophie d'Albright et la résistance hormonale multiple, nous avons évoqué soit la pseudo-hypoparathyrémie de type 1A ou de type 1C. Et c'est l'étude génétique qui permettra de retenir le type en confirmant la présence ou non d'anomalie du gène GN1S1 qui code pour la sous-unité alpha de la protéine G stimulatrice. Effectivement, l'étude génétique est en cours. Pour la troisième patiente, et vu l'absence d'ostéodystrophie d'Albright et vu la résistance isolée à la PTH, nous avons retenu la pseudo-hypoparathyroïdie de type 1B. Les objectifs du traitement de la résistance à la PTH sont de maintenir une calcémie dans les valeurs normales basses et éviter une hypercalcémie. La pseudo-hypoparathyroïdie est une maladie chronique, et donc qui dit maladie chronique dit complications. L'adjonction du retard mental et le bas niveau socio-économique conditionnent l'observance thérapeutique, mais généralement, si le traitement, c'est-à-dire la substitution vitamino-calcique, est bien conduit, le pronostic est excellent. Donc la pseudo-hypoparathyroïdie est une maladie rare dont le diagnostic est souvent tardif. L'hypocalcémie constitue l'urgence, mais elle est généralement chronique et méconnue. L'intérêt de présenter ce cas, c'est surtout insister sur le dépistage des cas familiaux une fois le diagnostic est posé chez un patient et la sensibilisation des médecins, c'est-à-dire la réalisation d'un bilan phosphocalcique au moindre doute et face à un signe d'hypocalcémie